Bienvenue dans notre exploration aujourd'hui. On va parler des fameux Hellfire Clubs, ces sociétés secrètes du XVIIIe siècle. On s'appuie sur l'ouvrage d'Evelyn Lord. Oui, bonjour. Et c'est un sujet fascinant parce qu'on plonge dans des groupes très élitistes, souvent entourés de légendes assez sulfureuses. C'est ça, la question c'est, qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment? Étaient-ils des adorateurs du diable, comme on l'a dit, ou juste des provocateurs, des hédonistes privilégiés qui défiaient les normes? C'est une excellente question et ça nous amène au cœur des contradictions du XVIIIe siècle. Parce que c'est le siècle des Lumières, bien sûr, Les cafés, les clubs, la sociabilité? voilà tout ça. Mais en même temps, c'est une époque avec une certaine exubérance, une transgression parfois très assumée, et en face, évidemment, une réaction morale qui pouvait être très très vive. Alors préparez-vous, on va démêler un mélange assez étonnant de privilèges, de blasphème, de sexe et aussi de politique. Absolument. Pour bien commencer, il faut vraiment comprendre une chose, hein. Il n'y avait pas un seul Hellfire Club. C'était plutôt une sorte de nébuleuse, non? Plusieurs groupes différents. Tout à fait. C'est essentiel et les formes de transgression étaient d'ailleurs très variées. Au tout début du siècle, vers 1712, on avait par exemple les Mohawks. Ah oui, les Mohawks. Eux, c'était, comment dire, la violence gratuite dans les rues de Londres. Ils agressaient les passants, ils semaient la terreur. Ça a provoqué une vraie panique à l'époque. La provocation par la peur physique, quoi. Donc ça, c'était la force brute. Mhm. Mais il y avait d'autres styles de clubs, plus intellectuels dans leur provocation. Exactement. Si on avance un peu, vers 1721, on trouve le club qui était lié au duc de Wharton. D'accord. Là, l'objectif, c'était plutôt la religion établie. Il niait la Trinité, par exemple. Et ça, à l'époque, c'était un blasphème énorme. Ah oui, j'imagine. Tellement énorme que ça a provoqué une réaction royale, une condamnation officielle de ces clubs scandaleux. Donc là, la provocation passait plus par l'hérésie, par les idées. Ce qui nous amène, je pense, au plus célèbre, Mhm. les frères de Medmenham, Oui, fondés par Sir Francis Dashwood, vers 1751. Là, on est dans un cercle très très fermé. Des aristocrates, des gens influents. souvent revenu du Grand Tour, ce voyage initiatique en Europe. C'est ça. Et ils se réunissaient dans un lieu assez incroyable. Une abbaye en ruine. Oui, réaménagé pour eux. Avec la devise de Rabelais, bien sûr, fais ce que voudras. Fais ce que tu voudras. Le secret était primordial apparemment. Et c'est de là que viennent toutes les rumeurs d'orgies, de messes noires, de rituels païens. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que distinguer le mythe de la réalité, c'est compliqué. Le nom même Hellfire, feu de l'enfer, et toutes ces accusations de satanisme, C'était peut-être exagéré, voire voulu. c'est très possible. Ça semble souvent relever plus du fantasme ou d'une réputation sulfureuse qu'ils cultivaient peut-être eux-mêmes pour choquer encore plus. Ce qu'on trouve de manière plus certaine, c'est l'hédonisme, beaucoup d'alcool, le libertinage sexuel. Et une volonté de scandaliser. Oui, scandaliser l'établissement religieux et moral, notamment par le blasphème, la parodie des rites religieux. Il faut dire aussi que certains membres étaient influencés par le déisme. C'est-à-dire? C'est une croyance en un Dieu créateur, mais sans dogme, sans église établie, donc ça les mettait déjà en marge de la religion officielle. Et l'excentricité, alors là, elle était bien réelle. Il y a cet exemple incroyable du Beggar's Benison, en Écosse, Bah oui, celui-là. fondé en 1732, Leur rituel d'initiation, c'est assez particulier. basé sur une vieille légende écossaise. Les nouveaux membres devaient prouver leur virilité en se masturbant sur un plateau spécial. Le testing platter, le plateau d'essai. Voilà. Et ils disaient faire ça pour la science. Ils avaient aussi des objets de club assez explicites. Ça illustre bien cette volonté de créer leur propre folklore, un folklore interne très provocateur, et de repousser les limites de la bienséance, quitte à tomber dans l'absurde, quoi. Et comment la société réagissait face à tout ça? Parce que ces rumeurs, ces comportements, ça devait faire jaser. Ah mais complètement. Il faut imaginer les faits. Et justement, il y a eu une réaction organisée dès la fin du XVIIe siècle, en fait. Bien avant les clubs les plus connus, on a vu apparaître ce qu'on appelait les Societies for the Reformation of Manners. Des sociétés pour la réforme des mœurs. C'est ça, des groupes de citoyens, souvent issus des classes moyennes, qui s'organisaient pour dénoncer et essayer de faire réprimer le blasphème, l'ivresse publique, la prostitution. Une sorte de police des mœurs citoyennes. En quelque sorte, oui. Ça montre bien l'anxiété d'une partie de la société face à ce qu'elle voyait comme une décadence morale, une menace pour l'ordre. Ce qui est frappant aussi, c'est de regarder qui étaient les membres de ces clubs, surtout les plus élitistes comme Medmenham, des personnages publics importants, non?
menant une sorte de double vie. Absolument, c'est un point clé. On trouve des figures comme le comte de Sandwich, qui a été premier lord de l'amirauté, un poste très important. Celui qui a donné son nom au sandwich d'ailleurs. La légende le dit. Et aussi John Wilkes, un homme politique très populaire, député, mais aussi très controversé, connu pour ses attaques contre le gouvernement. Donc des hommes sérieux impliqués dans la gestion du pays. En public, oui, mais en privé, ils étaient connus pour leur libertinage et leur appartenance à ces cercles secrets. Et d'ailleurs, c'est souvent à cause de leur propre querelle politique que les secrets de Medmenham ont fini par être révélés. Ah bon? Oui, l'exemple le plus célèbre, c'est l'affaire de l'Essay on Woman. C'était un poème obscène, parodique, attribué à Wilkes, qui a été utilisé par ses ennemis politiques, dont Sandwich, ironiquement, pour le discréditer et le faire condamner pour blasphème et diffamation. Donc, les rivalités au sein de l'élite ont, en quelque sorte, exposé ses propres excès. Exactement. Les secrets n'étaient pas si bien gardés quand ça a arrangé quelqu'un de les révéler. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, ces Hellfire Clubs et leurs cousins, c'était un phénomène assez diversifié, Oui, très. plus souvent marqué par l'excès, la fête, la provocation, le libertinage, que par un réel satanisme organisé. C'est ça. Le satanisme, c'était souvent l'étiquette choc, la réputation, peut-être une forme de jeu blasphématoire, mais rarement une conviction profonde, semble-t-il. Et ces clubs sont très révélateurs des tensions de l'époque, des libertés que prenait une certaine élite, mais aussi de ses hypocrisies. Tout à fait, je crois que c'est une bonne synthèse. Et l'intérêt de se pencher là-dessus aujourd'hui, au-delà des anecdotes parfois amusantes ou choquantes, c'est que ça nous offre une fenêtre sur la façon dont le privilège, la transgression et le secret peuvent s'articuler. Ça nous interroge sur les formes que prend la rébellion, même au sein des classes dominantes. Oui, et sur notre fascination qui perdure pour les sociétés secrètes, pour ce qui se passe derrière les portes closes. Et je me demande, pour finir, est-ce que ces clubs n'étaient finalement qu'une sorte de soupape de sécurité, un exutoire pour l'ennui ou les frustrations d'hommes riches et puissants, un peu adolescents attardés? C'est une possibilité. Ou est-ce qu'il y avait quand même derrière tout ça, même de manière un peu brouillonne et très élitiste, une remise en cause plus profonde des autorités morales, religieuses de l'époque, une sorte de critique par l'excès? C'est toute la question, probablement un peu des deux. Et c'est une question qui, d'une certaine manière, résonne peut-être encore aujourd'hui quand on regarde certaines formes de contestation ou de transgression au sein des élites. De quoi réfléchir en tout cas.